Au rapport. On pouvait dire ce qu'on voulait, et il avait le don de vous prendre au dépourvu. Des légendes couraient à propos du commandant dans la garnison. On disait que c'était un ancien mercenaire dont la maîtrise des armes blanches et la capacité à se fondre dans les ténèbres avaient fait la renommée. Par le passé, bien avant de s'établir à la Sévastopolskaïa, il était réputé prendre seul les postes ennemis si leurs sentinelles faisaient preuve de la moindre inattention. Artyom sursauta, coinçant l'écouteur entre l'oreille et l'épaule, salua et arrêta son décompte mental à regret. Le commandant s'approcha du planning des gardes, compara la date avec celle de sa montre, le 3 novembre, griffonna l'heure, 9h22, signa et se tourna vers Artyom. C'est le silence. Enfin, il n'y a personne. Ils ne répondent pas, lâcha le commandant avec une grimace. Il se délia les muscles et fit craquer ses vertèbres cervicales. Je ne veux pas le croire. Qu'est-ce que vous ne croyez pas? Demanda prudemment Artyom. Ce que je ne crois pas, c'est que la Dobrinskaya soit tombée aussi rapidement. Allons, quoi? L'épidémie se répandrait déjà à travers la Hanse? Est-ce que tu imagines les implications si l'anneau devait se trouver contaminé? Mais nous, on n'en sait rien, répliqua Artyom, incertain. Peut-être que ça a réellement commencé, puisqu'on n'arrive pas à établir la liaison. Et si le problème venait des câbles? Demanda le commandant en tambourinant des doigts sur la table. Ce serait comme avec la base, répondit Artyom, avec un mouvement de tête en direction du tunnel, qui courait vers la Sévastopolskaïa. Quand je compose le numéro, il n'y a rien, le silence. Là au moins ça sonne. La technique n'est pas en cause. La base. On dirait qu'elle a plus besoin de nous, la base. Plus personne ne vient au Vento. Ou alors il n'y a plus de base. Et plus de Dobryninskaya non plus, dit le commandant d'un ton égal. Écoute, Popov, s'il ne reste plus personne, nous aussi on va bientôt crever, parce que personne ne nous viendra en aide. Dans ce cas, notre caravane ne sert plus à rien. Alors on pourrait l'envoyer au diable, qu'est-ce que t'en dis? Non, en aucun cas. La caravane est primordiale, lâcha Artyom, effrayé. Il ne voulait pas souscrire à une telle hérésie. Il ne se rappelait que trop bien l'inclination du commandant à loger une balle dans le ventre des déserteurs avant de leur dire leur condamnation. Primordial, répéta l'autre, pensif. Aujourd'hui, il y en a 3 de plus qui sont tombés malades. 2 locaux et un des nôtres. Akopov. Et Aksenov est mort. Aksenov? Artyom déglutit péniblement et ferma les yeux. Il s'est ouvert le crâne sur les rails. Il disait que ça lui faisait trop mal, poursuivit le commandant d'une voix toujours égale. Et ce n'est pas le premier. Elle doit faire foutrement mal, la tête, pour vouloir se l'exploser contre des rails une demi-heure durant, agenouillé. Hein? C'est clair, fit Artyom avec un haut-le-cœur. T'as des nausées? Des faiblesses? Demanda le commandant, inquiet, en pointant la lampe sur son visage. Ouvre la bouche. Dis « Ah !» Bien. Alors tu sais, Popov, t'as intérêt à les joindre. Il faut que tu joignes la Dobryninskaya, Popov. Qu'on te dise que la Hanse dispose d'un vaccin, et que ses équipes sanitaires vont bientôt arriver ici. Et qu'elles vont nous sauver, nous qui sommes en bonne santé. Et qu'on va pas rester dans cet enfer pour les siècles des siècles. Et qu'on va rentrer à la maison voir nos femmes. Que tu retrouveras ta Galia, et moi Aliona et Vera. Compris, Popov? 5 sur 5, acquiesça Artyom dans un spasme. Repos. Son sabre s'était rompu à la garde. Il n'avait pu supporter le poids de la créature qui s'était abîmée dessus. La lame s'était enfoncée si profondément dans la chair qu'il était impensable de chercher à l'en extraire. Quant au rasé,
tout strié de griffures, il n'avait pas repris connaissance depuis 3 jours. Sacha était incapable de l'aider d'aucune manière, mais elle voulait absolument le voir malgré cela, au moins pour le remercier, même s'il ne pouvait pas l'entendre. Mais les médecins lui refusaient l'accès à la chambre, prétextant que le blessé n'avait besoin de rien, excepté de repos. Elle ne connaissait pas avec certitude la raison pour laquelle le rasé avait abattu les hommes sur la draisine. S'il avait commis ce meurtre pour la sauver, Sacha pouvait lui pardonner son geste. Elle voulait de toutes ses forces croire à cette version, mais n'y parvenait pas. Une autre explication était plus vraisemblable. Il lui était plus facile de tuer que de demander. Pourtant, lors de l'affrontement à la Paveletskaya, tout avait été si différent. Il n'y avait pas de doute possible. Il s'était porté au secours de Sacha, prêt à donner sa vie pour elle. Elle ne s'était donc pas trompée. Un lien naissait entre eux. Quand il l'avait interpellée là-bas, à la Kolomenskaya, elle s'était attendue à une balle, et non à une invitation à les accompagner. Et quand elle s'était retournée docilement, elle avait senti un changement en lui, même si son visage effrayant restait impassible. Tout était dans le regard. On eût dit que derrière l'œilleton immobile de ses pupilles noires se trouvait quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'elle intriguait. Quelqu'un à qui désormais elle devait sa vie. Sacha s'était demandé si elle ne devait pas lui offrir l'anneau en argent en guise d'allusion, ainsi que l'avait fait sa mère jadis. Mais elle n'avait pas osé, craignant que le rasé ne comprît pas le signe. Comment pouvait-elle le remercier autrement? Lui offrir un couteau en remplacement de celui qu'il avait cassé en la protégeant était le moins qu'elle pût faire. Quand elle s'était figée devant l'étal de l'armurier, frappée par cette idée simple, elle s'imaginait déjà en train de le lui offrir. La manière dont il la regarderait. Ce qu'il allait dire. Elle avait oublié pour un temps qu'elle s'apprêtait à acheter une arme à un assassin, qui s'en servirait pour trancher des gorges, ouvrir des entrailles. À cet instant précis, elle ne le voyait pas comme un bandit, mais comme un héros. Pas un homicide, mais un guerrier. Et, avant tout, un homme. Il y avait aussi autre chose qui tournait dans sa tête, une pensée non formulée et non encore aboutie. Sa lame était brisée, tout comme lui, perdue dans le coma. Peut-être que s'il avait à nouveau une lame entière, comme une sorte de talisman, aussi l'avait-elle acheté. Elle était là, debout à côté de son lit, dissimulant son cadeau derrière son dos, en attendant qu'il sente sa présence, ou du moins la proximité de la lame. Le rasé s'était raidi, avait émis des râles puis commencé à cracher des mots, mais ne s'était pas réveillé. Les ténèbres le tenaient trop fermement. Jusqu'à cet instant, Sacha n'avait jamais prononcé son nom, même en pensée. Avant de l'appeler, elle le chuchota pour essayer. Puis elle se décida. « Hunter ?» Le rasé se tut, tendit l'oreille, comme si elle se trouvait à une distance incommensurable et que sa voix lui arrivait tel un écho à peine perceptible. Mais il ne répondit pas. Sacha répéta son nom, plus fort cette fois, avec plus d'insistance. Elle ne comptait pas capituler tant qu'il n'ouvrirait pas les yeux. Elle voulait devenir sa flamèche des tunnels. Dans le couloir, quelqu'un cria de surprise. Des bruits de bottes résonnèrent, et Sacha, pour ne pas perdre de temps, s'accroupit et posa le couteau sur la table de chevet. « C'est pour toi, » dit-elle. Des doigts d'acier se refermèrent sur sa main dans un étau capable de lui briser les os. Le blessé avait soulevé ses paupières,
Mais son regard en perpétuel mouvement était dépourvu de conscience, incapable de se fixer. « Je te remercie. » La jeune fille ne tenta rien pour libérer sa main prisonnière. « Que faites-vous ici ?» Un grand gaillard en blouse blanche tachée bondit vers elle et injecta au rasé le contenu d'une seringue, qui eut pour effet immédiat de le replonger dans l'inconscience. Arrachant Sacha du sol, l'infirmier siffla à travers ses dents serrées. « Quoi, tu comprends pas ? Le docteur a interdit, c'est toi qui ne comprends rien. Il doit s'accrocher à quelque chose, alors que vos piqûres lui ramollissent les muscles. » L'autre poussa Sacha vers la sortie, mais au bout de quelques pas, elle fit volte-face et le fixa d'un air de défi. « Que je ne te revoie plus ici. Et ça, c'est quoi encore ?» Il venait de remarquer le couteau. « C'est à lui. Je le lui ai rapporté. » bafouilla Sacha. « S'il n'avait pas été là, j'aurais été mise en pièces par ces créatures. »« Et moi, c'est le médecin qui va me mettre en pièces s'il apprend ça, » répliqua l'infirmier. « Allez, du vent !» Mais Sacha resta quelques instants encore et s'adressa de nouveau à un hunter perdu dans les brumes médicamenteuses. « Merci. Tu m'as sauvé. » Elle sortit de la chambre et entendit soudain une voix faible, éraillée. « Je voulais juste tuer le monstre. » La porte claqua à sa figure et une clé cliqueta dans la serrure. Le couteau avait ici une autre utilité. Omer l'avait compris aussitôt entré. Il suffisait d'entendre la manière dont la gamine appelait le brigadier, qui se débattait dans son délire fangeux. Sa voix était à la fois douce, exigeante et plaintive. Prêt à intervenir, le vieillard s'était troublé et avait battu en retraite. Il n'y avait là personne à sauver. Pour unique contribution, il devait déguerpir au plus vite, pour ne pas effrayer Sacha. Comment savoir si elle n'avait pas raison? À la Nagatinskaya, Hunter avait tout bonnement oublié ses compagnons, les abandonnant à la merci des titans fantomatiques. Alors que dans ce combat, était-il possible que la gamine comptât pour le brigadier? Omer, pensif, rebroussa chemin dans le couloir en direction de sa chambre. Dans le sens inverse galopait un infirmier qui le bouscula d'un coup d'épaule, mais il ne le remarqua même pas. Il était temps de donner à Sacha l'objet qu'il lui avait acheté au marché, se disait-il. Elle en aurait bientôt l'usage. Il sortit le paquet de son tiroir et le tourna et retourna dans ses mains. La gamine fit irruption dans la chambre quelques minutes plus tard, tendue, hagarde et en colère. Elle bondit sur son lit et, ramenant ses jambes contre elle, fixa le coin de la pièce. Omer attendait de savoir si l'orage éclaterait ou passerait. Sacha se taisait, mais commençait à se ronger les ongles. Le temps des actions décisives était venu. « J'ai un cadeau pour toi. » Il quitta la table et déposa son paquet sur la couverture à côté d'elle. « Pourquoi ?» lança-t-elle sans sortir de sa coquille. « Pour quelle raison est-ce que les gens se font des cadeaux les uns aux autres de manière générale ?»« Pour payer un service, » répondit Sacha avec conviction, « qu'on leur a rendu, ou qu'ils vont réclamer par la suite. »« Eh bien, dans ce cas, disons que je te repaye un service dont tu t'es déjà acquitté, » dit Omer en souriant. « Je n'ai plus rien à te demander. »« Je n'ai rien fait pour toi, » rétorqua-t-elle. « Et mon livre alors? Je t'y ai déjà installé. Je dois solder mes comptes, je ne veux pas être débiteur. »« Allez, déballe-le » lança-t-il en glissant dans sa voix une irritation feinte. « Moi non plus je n'aime pas être débitrice, » dit Sacha en défaisant le papier. « Qu'est-ce que c'est? Oh !»
Elle tenait dans ses mains un disque en plastique rouge, une boîte plate qui s'ouvrait en son milieu. Autrefois, c'était un poudrier de voyage bon marché, mais les deux compartiments, celui pour la poudre et celui pour le fond de teint, étaient vides depuis bien longtemps. En revanche, le miroir incrusté dans l'autre partie était parfaitement conservé. « On y voit mieux que dans une flaque », dit-elle en faisant des grimaces et en étudiant son reflet. « Pourquoi me l'as-tu donné ?»« C'est parfois utile de se voir de l'extérieur, » répondit Omer d'un ton enjoué. « Cela permet de mieux se comprendre. »« Et qu'est-ce que je dois comprendre de moi ?» demanda-t-elle méfiante. Il existe des gens qui n'ont jamais vu leur reflet, et pour cette raison se prennent pour quelqu'un d'autre. De l'intérieur, on ne se voit pas toujours très bien, et personne n'est là pour vous souffler la réponse. Tant qu'ils ne tomberont pas par hasard sur un miroir, ils vont continuer à se perdre. Il arrive même qu'une fois devant leur reflet, ces gens n'arrivent pas à croire qu'ils sont face à eux-mêmes. « Et qui vois-je dans ce miroir ?» demanda-t-elle avec insistance. « À toi de me le dire, » répondit-il en croisant les bras sur son torse. « Moi-même ? Enfin, une fille ?» Pour être sûre de ses dires, elle observa successivement ces deux profils dans le miroir. « Une jeune fille » la corrigea Omer. « Assez peu soignée, je dois dire. » Elle se tourna et retourna encore quelques minutes, puis fusilla le vieillard du regard, voulut demander quelque chose, changea d'avis, se tut, puis trouva le courage et lança d'une seule traite qui fit hoqueter le vieillard. « Je suis une guenon ?»« Difficile à dire, » répondit-il en peinant à garder son sérieux, alors qu'il sentait les coins de ses lèvres s'incurver. « On a du mal à voir sous cette saleté. »« Alors c'est ça le problème ?» demanda Sacha en haussant les sourcils. « Quoi, les hommes ne sentent pas la beauté d'une femme ? Il faut tout leur montrer et expliquer ? » C'est sans doute ça, et on s'en sert souvent pour nous tromper, fit Omer en riant. Le maquillage peut faire de véritables miracles sur un visage féminin. Dans ton cas, cependant, il ne s'agit pas tant d'un ravalement de façade que de fouilles archéologiques. Comment présager de la beauté d'une statue antique dont seul un pied dépasse du sol, même s'il est quasi certain qu'elle est magnifique ? « Qu'est-ce que ça veut dire, antique ?» demanda Sacha en cherchant le piège. « Vieille, » fit Omer en continuant à s'amuser. « J'ai seulement 17 ans, » lança-t-elle en guise de protestation. « Ça, on ne le saura que plus tard, une fois les fouilles terminées. » Le vieillard, impassible, retourna s'asseoir devant la table, ouvrit son cahier à la dernière page noircie et entreprit de relire ses notes, s'assombrissant à mesure qu'il progressait. Quelqu'un les déterrerait-il un jour ? Elle, lui, et tous les autres ? Autrefois, il avait coutume de se distraire avec des hypothèses de fouilles qui surviendrait un millénaire après sa disparition. Que se passerait-il si des archéologues chargés d'étudier les ruines du vieux Moscou tombaient par hasard sur une entrée des labyrinthes souterrains ? Sans doute conclurait-il à une immense tombe commune. Était-il concevable, en effet, que des hommes élisent ces obscures catacombes pour résidence ? Il déciderait qu'il s'agissait d'une culture très développée de jadis, qui avait dégénéré au crépuscule de son existence, et qui enterrait ses chefs dans des caveaux avec leurs bardas, leurs armes, leurs serviteurs et leurs concubines. Dans son cahier, il ne restait qu'un peu plus de 80 pages. Était-ce suffisant pour y loger deux mondes, celui qui s'était étendu à la surface et celui qui subsistait dans le métro ? Est-ce que tu m'entends ? La gamine le secouait par le bras. Quoi ? Oh, excuse-moi, je me suis perdu dans mes pensées, dit-il en se frottant le front. Est-ce que les vieilles statues sont vraiment belles ? Enfin,
Est-ce que ce qui semblait beau aux gens d'autrefois est toujours aussi beau aujourd'hui? Oui. Et demain ce sera pareil? Demanda-t-elle en poursuivant son interrogatoire. Sans doute, s'il y a encore quelqu'un pour en juger. Sacha se tut et se perdit dans ses pensées. Omer, retournant peu à peu à ses réflexions, peu joyeuses, n'entretenait pas la conversation. Donc la beauté n'existe pas sans l'homme? Demanda enfin Sacha, soucieuse. Sans doute que non, répondit-il distraitement. S'il n'y a personne pour la voir, puisque les animaux ne sont pas capables, si les animaux diffèrent de l'homme par leur incapacité à voir la différence entre le beau et le laid, dit Sacha pensivement, alors l'être humain ne peut pas exister sans beauté. Il en est parfaitement capable, fit le vieillard en hochant la tête. Ils sont nombreux à ne pas en avoir besoin. Elle plongea une main dans sa poche et en sortit un objet curieux. Un carré de plastique ou de film transparent recouvert d'un dessin. Avec une fierté timide, elle le tendit à Omer comme si elle lui dévoilait un grand trésor. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « À toi de me le dire » répondit-elle, un sourire aux lèvres. « Alors » Le vieillard prit précautionneusement le petit carré dans ses mains, lut les inscriptions et le rendit à la jeune femme. C'est l'emballage d'un paquet de thé, avec un dessin. Avec un tableau, le corrigea-t-elle. Avec un beau tableau. Sans lui, j'aurais perdu la raison. À mesure qu'il la regardait, Omer sentait ses yeux se gonfler, sentait ses larmes affluer et sa respiration se hacher. Vieil imbécile sentimental, se fustigea-t-il. Il toussa et prit une profonde respiration. Tu n'es jamais monté là-haut voir la ville, c'est bien ça? Excepté cette fois-là. Et alors? Lança Sacha en cachant le petit paquet. Tu veux me dire que rien là-haut n'est comme sur le tableau? Que tout ça n'existe plus? Je le sais parfaitement. Je sais à quoi ressemble la ville, les maisons, le pont, la rivière. C'est sinistre et désert. Mais non, bien au contraire. Je n'ai jamais rien vu de plus beau que cette ville. Et toi, tu présages de tout le métro en regardant une traverse. Je doute que je puisse te la décrire, c'est une tâche au-delà du possible. Les boulevards bouillonnants comme des torrents de montagne, des cieux qui jamais ne s'éteignent, la brume luminescente. La ville est aussi vaine et accrochée à l'instant présent que chacun de ses millions d'habitants. Elle est insensée, chaotique. Elle est l'union du disparate, un assemblage sans plan ni logique. Elle n'est pas éternelle car l'éternité est trop froide, trop immuable, mais tellement vivante. Il serra les poings, puis eut un geste d'impuissance. Mais tu ne peux pas comprendre. Il faut en être le témoin. À cet instant, il croyait fermement que si Sacha montait à la surface, elle verrait elle aussi le fantôme de l'autre ville. Il le croyait, et oubliait que pour cela il aurait fallu qu'elle ait connu la ville de son vivant. Omer avait pu négocier pour elle le passage derrière le cordon de la Hanse. Lourdement escortée, comme si on la menait à l'exécution, elle avait été conduite à travers toute la station, vers les locaux de service où se trouvaient les bains publics. La seule chose commune aux deux stations Paveletskaya était leur nom. On eût dit deux sœurs séparées à la naissance, dont une avait échoué dans une famille aisée, et l'autre grandit dans un terrain vague, voire dans les souterrains. La radiale était sale, sans foi ni loi, mais légère et spacieuse. Quant à la circulaire, basse de plafond, bien éclairée et récurée dans les moindres recoins, on devinait son caractère au premier coup d'œil.
affairé et pingre. À cette heure, la station était presque déserte. Sans doute les habitants des lieux préféraient-ils passer leur temps libre dans l'ambiance de foire de la radiale que dans la décence austère de la circulaire. Sacha était seul dans le vestiaire. Les murs étaient soigneusement carrelés de faïence jaune. Le sol recouvert de mosaïques. 2 armoires métalliques peintes étaient mises à disposition pour y ranger chaussures et vêtements. L'ampoule nue pendant au bout d'un fil, éclairant 2 bancs tapissés de simili-cuir. Elle se sentit transportée d'émerveillement. Une femme de service émaciée à la moustache marquée lui avait tendu une serviette d'une blancheur immaculée, ainsi qu'une brique de savon gris, et l'avait autorisée à fermer le verrou de sa cabine de douche. Les carreaux de la serviette et l'odeur écœurante du savon appartenaient à un passé très lointain, à l'époque où Sacha était la fille choyée et protégée d'un commandant. Depuis, elle avait oublié que cette opulence survivait encore quelque part. Elle défit sa combinaison rigide de crasse et s'en extirpa au plus vite. Elle se défit de son maillot et de son short et bondit vers le tuyau rouillé et rafistolé au pommeau artisanal. De ses doigts tremblants et glissants d'excitation, elle tourna le robinet métallique brûlant pour libérer le jet d'eau chaude. Bouillante. Elle se colla contre le mur pour éviter la morsure des éclaboussures, et tourna l'autre robinet. Quand elle parvint enfin à mélanger les eaux chaudes et froides dans les bonnes proportions, elle arrêta sa danse folle et se laissa tout entière dissoudre dans l'eau. Par la bonde grillagée s'écoulait avec l'eau la poussière, la suie, l'huile de moteur, le sang, tant celui de Sacha que d'autres, la fatigue, le désespoir, la culpabilité et l'angoisse. Ce ne fut qu'au bout de longues minutes que l'eau s'éclaircit. En observant ses pieds roses et ses pommes inhabituellement blanches, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, Sacha se demandait si cela suffirait à faire cesser les railleries du vieillard. Était-ce suffisant pour que les hommes qui l'accompagnaient voient sa beauté? Peut-être Omer avait-il raison, et n'aurait-elle pas dû se présenter devant le blessé sans toilette préalable? Elle avait tant à apprendre dans ce domaine. Allait-il remarquer comment elle avait changé? Elle ferma les robinets, retourna au vestiaire et ouvrit le miroir. Non, impossible de ne pas remarquer le changement. L'eau chaude l'avait aidée à se détendre, à vaincre ses doutes. Le rasé ne voulait pas la repousser par son évocation du monstre. Il n'avait pas encore pleinement repris conscience, et ses paroles ne s'adressaient pas à elle, mais à un interlocuteur avec qui il se disputait âprement dans son cauchemar. Elle devait attendre qu'il revienne tout à fait à lui, et à cet instant se retrouver tout près de lui, pour que Hunter la vît dès son réveil, pour qu'il comprît. Et après? Elle n'avait pas de raison de s'en inquiéter. Il était assez expérimenté pour qu'elle puisse lui faire confiance en tout. Se rappelant l'agitation de Hunter dans son délire, Sacha sentait, même si elle ne pouvait pas l'expliquer, qu'il la cherchait parce qu'elle était capable de l'apaiser, de le soulager de sa fièvre, de l'aider à trouver l'équilibre. Et plus elle pensait à cela, plus elle sentait la fièvre monter en elle. On lui avait pris sa combinaison en lui promettant de la laver, et en échange, elle avait reçu un pantalon bleu clair élimé et un chandail troué. Dans ce nouvel accoutrement, elle se sentait à l'étroit, inconfortable. En outre, sur le chemin de retour entre le poste frontière et l'hôpital, tous les regards masculins se rivaient sur ce chandail et ce pantalon.
au point où, arrivé enfin dans sa chambre, Sacha voulut retourner se doucher. Le vieillard était sorti, mais elle n'eut pas le loisir de s'ennuyer seule. Quelques minutes après son arrivée, la porte s'entrebâilla et le médecin passa la tête à l'intérieur. « Eh bien, félicitations. Vous pouvez lui rendre visite. Il a repris connaissance. » Quel jour sommes-nous? Le brigadier s'était redressé en appui sur son coude, bougeant sa tête avec difficulté, et avait rivé son regard sur Omer. L'autre porta la main à son poignet, même s'il n'avait plus de montre depuis longtemps. « Nous sommes le 2 novembre, souffla l'infirmier. 3 jours, lâcha Hunter avant de se laisser glisser sur l'oreiller. Je suis resté au tapis 3 jours. On est en retard. Faut se mettre en route. Tu n'iras pas bien loin, dit l'infirmier pour le raisonner. T'es exsangue, ou presque. Il faut y aller, répéta le brigadier sans y prêter attention. On a peu de temps. Les bandits. Il se tut soudain. Qu'est-ce qui te prend de porter un masque? Omer s'était préparé à cette question. Il avait eu 3 jours pour parfaire ses lignes de défense et planifier la contre-attaque. L'amnésie de Hunter lui épargnait des aveux inutiles, qu'il pouvait remplacer par un mensonge 1000 fois repensé. « Il n'y a pas de bandits, » chuchota-t-il, penché au-dessus du lit du blessé. « Pendant ton délire, tu as beaucoup parlé. Je sais tout. » « Qu'est-ce que tu sais ?» Hunter saisit le vieil homme par le col et l'attira vers lui. « À propos de l'épidémie sur la Toulskaya, tout va bien !» ajouta-t-il avec un geste suppliant du bras, à l'attention de l'infirmier qui s'était précipité pour l'éloigner du brigadier. « Je peux gérer. Nous avons à parler, lui et moi. Est-ce que je pourrais vous demander... » L'infirmier céda de mauvaise grâce. Il recouvrit l'aiguille de la seringue de son capuchon plastique et quitta la chambre, les laissant en tête-à-tête. À propos de la Toulskaya. Hunter avait toujours ses yeux fous rivés sur le vieillard, mais sa poigne faiblissait petit à petit. Et rien d'autre, ajouta-t-il. Non, uniquement ça. La Toulskaya est le foyer d'une infection inconnue. Elle se transmet par l'air. Les nôtres ont instauré une quarantaine et ils attendent de l'aide. Bien. Bien, fit le brigadier en le relâchant. Oui, c'est une épidémie. Tu as peur de la contagion? Dieu veille sur l'homme prudent, répondit Omer. Oui, mais ne t'inquiète pas. Je me suis pas trop approché et le courant d'air circulait dans leur direction. Je ne suis pas vecteur. Pourquoi cette histoire de brigands alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda le vieillard, s'enhardissant. D'abord, direction la Dobrininskaya, pour prendre des dispositions. Puis on nettoie la Toulskaya. On a besoin de lance-flammes. Sinon, pas moyen. Quoi? On va brûler vivants tous ceux de la station. Et les nôtres? Il espérait encore que les paroles du brigadier à propos des lance-flammes faisaient partie d'une manœuvre, visant à duper les autorités de la Sévastopolskaya, comme tout le reste. Comment ça, vivant? Il n'y a que des cadavres. Pas d'autre issue. Tous ceux contaminés et tous ceux qui ont été en contact, toute l'atmosphère. J'ai entendu parler de cette maladie. Hunter ferma les yeux et passa la langue sur ses lèvres gercées. C'est sans remède. Il y a quelques années de ça, on a connu une épidémie. 2000 morts. Mais elle s'est arrêtée. Il y a eu un blocus, des lance-flammes. Le brigadier tourna vers le vieillard son visage mutilé. Il n'y a pas d'autre moyen. Si un seul homme parvient à sortir, c'est la fin pour tous. Oui, j'ai menti à propos des brigands. Sinon, Istomine n'aurait jamais donné son aval pour exterminer tout le monde. Il est trop sensible. Et ce que je compte emmener avec moi ne pose jamais de questions.
Et s'il y a là-bas des gens qui ont développé une forme d'immunité? Demanda Homer. Et si il y a des gens sains? Et si on pouvait les sauver? On ne peut pas y être immunisé. Tous ceux qui entrent en contact avec la maladie sont contaminés. Il n'y a pas là-bas de gens sains. Seulement certains qui ont une plus grande vitalité, rétorqua Hunter. Et c'est pire pour eux. Ils souffriront plus longtemps. Crois-moi, ils ont besoin qu'on leur règle leur compte. Et toi? Qu'est-ce que ça t'apporte? En posant cette question, le vieillard s'était prudemment reculé de la couche du blessé. Hunter, fatigué, ferma les paupières, et Homer remarqua une nouvelle fois que l'œil sur la moitié mutilée du visage ne pouvait se fermer entièrement. La réponse du brigadier tardait, si bien que le vieillard se préparait à appeler le médecin. Mais un peu plus tard, lentement et distinctement, comme envoyé par hypnose dans un passé lointain à la recherche de souvenirs, l'autre articula à travers ses mâchoires serrées: « Je dois protéger les gens, éloigner tout danger. Je n'existe que pour ça. » Avait-il trouvé le couteau? Avait-il compris qu'il lui venait d'elle? Et s'il ne devinait pas ou n'y voyait pas une promesse? Elle volait le long du couloir, chassant les pensées qui l'ennuyaient, ne sachant encore ce qu'elle allait lui dire. Quel dommage qu'il ait repris conscience avant qu'elle ne se trouvât à son chevet. Sacha, pétrifié sur le seuil de la porte, surprit la majeure partie de la conversation et s'était jeté en arrière à l'évocation des tueries. Bien sûr, elle ne pouvait pas déchiffrer l'intégralité des paroles échangées, mais elle n'en avait cure. Elle avait entendu le principal. Il n'y avait plus de raison d'attendre, et la jeune fille frappa bruyamment à la porte. Le visage du vieillard qui se levait et se dirigeait vers elle était barré par le désespoir. Homer avançait à peine, comme si lui aussi avait subi une piqûre débilitante, et qu'on avait soufflé la flamme dans ses yeux. Il répondit à Sacha d'un hochement de tête sans force. Un marionnettiste invisible venait de tirer une ficelle. Elle s'assit sur le bord du tabouret encore chaud, se mordit la lèvre et retint sa respiration avant de poser le pied dans un nouveau tunnel inexploré. « Mon couteau t'a plu? »« Un couteau ?» Le rasé regarda tout autour de lui. Ses yeux tombèrent sur la lame noire, et sans l'effleurer de ses mains, il se tourna vers Sacha, sur ses gardes. « C'est quoi encore? »« C'est pour toi. » Elle eut l'impression qu'on avait approché une lampe chauffante de son visage. « Le tien a cassé. Merci. » En voilà un étrange cadeau. Je ne l'aurais jamais accepté de personne, dit-il après un lourd silence. Dans ces mots, elle crut déceler un soupçon d'allusion, un non-dit au sens multiple. Alors, entrant dans le jeu sans en connaître les règles, elle se mit à choisir ses mots à tâtons. Ses tentatives étaient maladroites et peu convaincantes. De toute manière, ces mots ne convenaient guère pour décrire son bouleversement intérieur. Toi aussi, tu sens que je porte en moi une part de toi? Cette part qui t'a été arrachée? Celle que tu cherchais? Celle que je suis en mesure de te rendre? Qu'est-ce que tu racontes? Il l'aspergea d'eau glacée. Non, tu le sens, insista-t-elle en se recroquevillant. Tu sens qu'avec moi tu redeviendras entier. Que je peux être à tes côtés, que je le dois. Sinon pourquoi m'aurais-tu emmené avec toi? J'ai cédé à mon coéquipier,
dit-il d'une voix atone et creuse. Pourquoi m'as-tu protégé des hommes de la Draisine? Je les aurais tués de toute façon. Alors pourquoi m'as-tu sauvé de ce monstre sur le quai? Il fallait tous les anéantir. Il aurait mieux valu qu'ils me bouffent. Tu n'es pas contente d'être encore en vie? Demanda-t-il sans comprendre. Tu peux toujours monter à la surface par les escalators. Il en reste encore des foules là-haut. Tu veux que... Je ne veux rien de toi. Je t'aiderai à t'arrêter. Tu t'accroches à moi. Ne sens-tu pas pourquoi? Je ne sens rien du tout. Ces paroles avaient un goût de rouillé. Même la pince effrayante de la créature blanchâtre ne l'avait pas atteinte aussi profondément. Blessé, Sacha bondit et sortit de la chambre en courant. Par chance, la sienne était vide, et elle se jeta dans un coin roulé en boule. Elle chercha le miroir dans sa poche pour le jeter, mais ne l'y trouva pas. Il était sans doute tombé à côté du lit du rasé. Quand ses larmes furent séchées, elle savait exactement ce qu'elle avait à faire. Les préparatifs furent rapides. Le vieillard lui pardonnerait le vol de sa Kalachnikov. Il lui aurait sans doute pardonné n'importe quoi. Sa tenue de protection blindée, nettoyée et décontaminée, l'attendait dans le local annexe, pendue à un crochet. Comme si un sorcier avait vidé et maudit le gros homme mort, et l'obligeait ensuite à accompagner Sacha, où qu'elle aille, et à se plier à ses 4 volontés. Elle s'y glissa, versa dans le couloir, roula sur toute la longueur de la correspondance, et monta sur le quai. Quelque part en chemin, un filet de musique envoûtante, dont elle n'avait pas trouvé la source la fois précédente, lui parvint aux oreilles. Mais elle ne voulut pas perdre du temps en se lançant à sa recherche. Elle ne suspendit son mouvement qu'une fraction de seconde, le temps de surmonter la tentation. Puis elle repartit vers le but qu'elle s'était fixé. En journée, une seule sentinelle montait la garde devant l'escalator. Aucun monstre ne menaçait la station aux heures diurnes. L'échange ne dura pas plus de 5 minutes. Dans cette station, la voie ascendante était toujours ouverte. Seule la descente par les escalators était interdite. Après avoir laissé aux soldats conciliants un chargeur à moitié plein, Sacha posa le pied sur la première marche de l'escalier qui conduisait vers les cieux. Elle remonta son pantalon qui ne cessait de glisser et commença l'ascension.